Merci pour cette invitation. Moi, je suis très heureuse d'être ici, doublement. D'abord parce que je trouve que le sujet des espaces publics est un sujet magnifique. Et ensuite parce qu'il se trouve que j'ai décidé de faire de l'urbanisme à l'occasion d'un stage à Tokyo, après avoir lu les écrits d'Augustin Berg, qui est dans la salle. Et donc, c'est évidemment pour moi très, très émouvant d'intervenir devant lui. Alors la présentation qui a été faite de mon parcours est un peu pompeuse. Moi je vais intervenir sur ce sujet de manière extrêmement modeste. D'abord parce que c'est un sujet qu'on est en train de défricher avec deux collègues, Nicolas Rio et Clément Fourchy. Et c'est un sujet qui est compliqué à saisir, donc vraiment je vais vous livrer un travail qui est en cours. Et puis d'autre part, je vais le faire aussi de manière très modeste parce qu'évidemment le sujet des espaces publics, je le sais bien, a une dimension symbolique extrêmement forte, qui fait qu'il est parfois difficile à saisir, surtout lorsqu'on le fait de la manière dont je vais le faire, par le prisme finalement de l'observation via les acteurs privés. Donc c'est une approche un peu iconoclaste de l'espace public, qui peut-être provoquera certaines réactions, mais voilà, l'idée c'était d'utiliser ce prisme que j'enseigne à Sciences Po au sein de l'école urbaine pour justement essayer peut-être de détecter des changements qui sont à l'œuvre et qu'on ne voit peut-être pas forcément. Alors en général, et surtout peut-être pour la première intervention, on part d'une définition, mais justement parce que la définition de l'espace public n'est pas évidente, j'ai préféré partir d'une description. Et je suis partie d'une description qu'on trouve chez un auteur de la Pléiade, que je vais vous lire ici. À l'inverse des immeubles qui appartiennent presque toujours à quelqu'un, les rues n'appartiennent en principe à personne. Elles sont partagées assez équitablement entre une zone réservée aux voitures automobiles et que l'on appelle la chaussée, et deux zones, évidemment plus étroites, réservées aux piétons, que l'on nomme les trottoirs. Alors, l'auteur, je pense que vous l'avez reconnu, hein, c'est Georges Perec, dans Espèces d'espace, et il me semble qu'un des intérêts de cette description, c'est que justement, elle permet de mettre d'emblée l'accent sur les deux lignes de partage majeures, finalement, lorsque l'on parle de l'espace public. C'est d'abord le partage public-privé de l'espace. Alors même si, et c'est intéressant, Perec n'emploie pas ces termes de public et privé, hein, il parle d'espaces qui appartiennent à quelqu'un et d'espaces qui n'appartiennent à personne. Et puis la deuxième ligne de partage, c'est le partage des usages entre la mobilité d'une part et l'usage piéton d'autre part, avec l'idée que ce partage, il se fait principalement de manière physique. Et au fond, ce qu'on va faire ensemble, et ce que je vous propose, c'est finalement de s'interroger sur le fait de savoir si ces lignes de partage, de démarcation, sont encore pertinentes aujourd'hui et si elles ne sont pas en train d'évoluer. Alors je vais d'abord commencer par la question du partage public-privé de l'espace. Donc vous le savez, il y a deux registres lorsque l'on parle de la dimension publique d'un espace public. Il y a d'abord le registre de la propriété. En principe, un espace public, il est de domanialité publique. Et puis, il y a le registre de l'accessibilité. Et normalement, un espace public, il est accessible à tous. Et jusqu'à présent, en fait, ces deux registres y coïncidaient. Un espace public, il était à la fois de domanialité publique et ouvert à tous. Or, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a deux types de chevauchements. D'abord, on a des espaces privés, des immeubles, qui sont privés, mais qui sont de plus en plus ouverts, au moins en principe à tous. C'est évidemment le cas des centres commerciaux, et c'est également de plus en plus le cas d'un certain nombre d'opérations immobilières que l'on trouve dans certains quartiers. Actuellement, il y en a par exemple sur l'île de Nantes qui sont en train d'être livrées. Et puis surtout, on a de plus en plus d'espaces publics, des rues, des places, qui, tout en restant évidemment ouverts à tous, sont de plus en plus propriétés d'acteurs privés. Et ce mouvement, vous le savez, il se développe particulièrement de manière forte en Angleterre, avec notamment ce qu'on appelle les POPs, Privately Owned Public Space. Hein, c'est notamment une auteure anglaise, Anna Minton, en fait, qui a beaucoup décrit ce phénomène, avec l'idée qu'on a ces espaces qui appartiennent à des grands investisseurs institutionnels. Ici, vous avez un exemple, hein, c'est l'exemple de Brindley Place à Birmingham, qui est un des principaux pseudo-espaces publics, en fait. Donc, vous voyez sur l'image une de ces deux places, et on est sur 7 hectares en bordure de canal, avec à peu près 130 000 m² de surface de plancher de programmes principalement de bureaux et de logements. En France, cette forme de privatisation de l'espace public, elle arrive, mais sans doute de manière un petit peu différente, plutôt sous la forme, me semble-t-il, d'un élargissement des macrolots.
et donc on a des formes de macro-macrolots, avec du coup des espaces à l'intérieur de ces macrolots qui sont de plus en plus privés. Et il me semble aussi qu'à la différence de ce qui se passe en Angleterre, la particularité, c'est que la nature du propriétaire privé est différente. En Angleterre, je l'ai dit, on est plutôt sur des investisseurs institutionnels. Il me semble que dans cette généralisation des macrolots, on est plutôt sur des propriétaires qui sont des copropriétaires privés. Donc ça, c'était le premier basculement. Il me semble qu'il y a un deuxième basculement qui est peut-être plus discret, mais qui est sans doute au moins aussi important, qui est la question de l'accès à l'espace public. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'accès à l'espace public, il est peut-être aujourd'hui moins fonction du caractère public ou privé du propriétaire de cet espace, mais de plus en plus fonction de l'accès à l'information sur cet espace public. Et cet accès à l'information sur l'espace public, aujourd'hui, il est de plus en plus pris en charge par des acteurs privés. Alors, vous le savez, hein, l'exemple très connu, c'est évidemment celui de Waze, qui est capable d'informer l'automobiliste sur le degré d'utilisation des voies et en fonction d'orienter ses trajets vers les voiries les plus sous-utilisées. Mais vous savez peut-être aussi que Waze développe une autre fonction dans certains pays, qui est une fonction qui vous permet d'éviter les zones considérées comme dangereuses. Donc ça, c'est une fonction qui se développe dans des pays où il y a des gros problèmes de sécurité. Donc c'est notamment le cas en Israël et au Brésil. Ça a manifestement failli se mettre en place aux États-Unis et puis il y a eu beaucoup de contestations, donc ça ne s'est pas fait. Mais ce que ça montre, c'est qu'un acteur comme Waze, il est capable, au fond, de qualifier l'espace public. Et cette qualification de l'espace public, donc elle porte ici sur la question de l'occupation des voies, elle porte sur la question du caractère considéré comme sécure ou pas sécure de l'espace public, mais elle peut aussi porter sur l'animation de l'espace public. On le voit avec des plateformes hein, comme Foursquare par exemple. Et puis surtout, elle porte de plus en plus sur de la qualification en termes de pollution de l'espace public, avec par exemple PlumeLab, ou même sur la question du bruit de l'espace public. Et puis, ce qu'on voit également depuis peu de temps, c'est que vous avez en fait une qualification de l'espace public qui porte de plus en plus sur une partie bien spécifique de l'espace public, qui est l'espace tampon entre la chaussée et le trottoir. Et vous avez des acteurs comme Google, enfin sa maison mère, Alphabet, ou Uber, qui sont en train de cartographier de manière extrêmement fine les informations à la fois en termes de réglementation et en termes d'usage en temps réel de cette bordure de trottoir. Alors, il me semble que ces exemples, en fait, ils sont révélateurs d'une transformation assez majeure dans le fonctionnement des villes et que l'on peut résumer de la manière suivante, c'est qu'en fait, on est, me semble-t-il, en train de passer de la ville des infrastructures à la ville des plateformes et à la ville des usages. Pour le dire autrement, ce qui était déterminant jusqu'à présent pour délivrer les services urbains, c'était d'avoir des grands systèmes techniques, des réseaux d'eau, d'égouts, de transport en commun, d'eau potable. Et désormais, eh bien, ces grandes infrastructures ne sont plus suffisantes, en fait. Elles sont nécessaires, mais elles doivent s'accompagner aujourd'hui des plateformes qui permettent justement cet accès à l'habitant usager qui est en bout de chaîne. Alors, je vais faire une petite incise, mais pour illustrer ce basculement de la ville des infrastructures à la ville des plateformes, il me semble qu'il y a un objet urbain qui incarne très bien cette évolution, et ça tombe bien parce que justement, cet objet urbain, c'est un morceau de l'espace public et c'est le trottoir. Et en fait, c'est en lisant le livre d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers de Paris que justement cette dimension un peu emblématique du trottoir m'est apparue. Parce que vous le savez, donc, les trottoirs, ils existaient à l'époque romaine, ils existaient à Pompéi, puis ils ont complètement disparu, notamment pendant tout le Moyen-Âge. Et en fait, jusqu'au début du 19e, ce qu'on avait dans les rues, c'est ce que vous avez ici sur l'image de gauche. Hein, les deux images sont extraites, c'est la rue Saint-Ferreur, Saint-Julien-le-Pauvre, et elles sont extraites du livre sur les chiffonniers de Paris. Ce que vous aviez, c'était des bornes, et vous aviez le coin de la borne, en fait, où se trouvait les tas d'ordures, et qui était le domaine d'exercice du chiffonnier. Et puis, en 1845, vous avez une loi en France, et je parle sous le contrôle de Bernard Landau, qui impose la généralisation des trottoirs. Et c'est intéressant parce que 1845, on est vraiment en plein dans cette époque en fait, de construction justement de ces grandes infrastructures. On est à la même époque que la construction des grands réseaux d'égouts, d'eau, de transport en commun. Et on est d'ailleurs juste quelques années avant la création justement de ce qui viendra les grandes entreprises de services urbains françaises. Et puis, je vais faire un saut de plus de 150 ans. Et qu'est-ce qui se passe en 2016 ? Eh bien, on a une plateforme, une des principales plateformes, hein, Google,
qui crée une structure dédiée aux affaires urbaines, qui développe notamment un projet dont on parle beaucoup à Toronto. Et comment s'appelle cette structure dédiée aux affaires urbaines de cette plateforme Google? Elle s'appelle Sidewalk, le trottoir. Et c'est pour ça que je disais que il me semble voilà, que le trottoir est sans doute assez symbolique en fait, de cette évolution de la ville et de ce glissement de la ville des infrastructures à la ville des plateformes. Alors justement, pour revenir sur ce que fait Sidewalk Labs, donc cette filiale de la maison mère de Google, eh bien, comme je le disais, il développe notamment aujourd'hui tout un projet qui s'appelle CORD, CORD comme coordonnées, de numérisation en fait, de l'information sur les trottoirs, à la fois pour cartographier toutes les règles applicables sur les trottoirs et également pour pouvoir mesurer l'usage en temps réel de ces trottoirs. Et en fait, ce que ça montre, eh bien, c'est que le rapport public-privé, il se joue au fond sur un troisième registre. J'ai parlé du registre de la domanialité et de l'accessibilité, mais qui est également celui, comme je le disais, de l'accès à l'information. Et à nouveau, cet accès à l'information, il est de plus en plus rendu par ce type d'opérateur. Alors évidemment, ça présente des opportunités. Les opportunités, ça peut être des opportunités pour les habitants parce que ça leur permet d'avoir au fond un service qui est personnalisé, qui répond à leurs besoins et à leurs pratiques. Ça peut aussi représenter des avantages pour les collectivités parce que ça permet de fluidifier l'usage de l'espace public. Vous avez aujourd'hui des projets de signalisation dynamique de la voirie avec la ligne de démarcation entre deux voies qui peut varier en fonction du moment de la journée et en fonction de l'usage de l'espace public. Et puis, ça peut aussi représenter une opportunité en termes d'optimisation de l'espace public. Une application que vous utilisez peut-être comme ZenPark, qui permet de de détecter les places de stationnement sous-utilisées. Ça permet finalement de diminuer le nombre de places de stationnement que l'on peut construire, ce qui permet à la fois d'ouvrir la voirie à d'autres usages, et ça permet aussi de diminuer le coût de fabrique des projets urbains. Mais, et ça montre aussi d'ailleurs que justement la ligne de partage physique de l'espace devient de plus en plus temporelle. Mais évidemment, cette évolution, elle présente aussi un certain nombre de questions et de menaces. La première, me semble-t-il, c'est la question de cette frontière qui est très ténue entre la vente de l'information et la marchandisation de l'espace public. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2015, il y avait eu une polémique en fait, à San Francisco autour d'une société justement qui s'appelait Monkey Parking et qui proposait de mettre aux enchères la place qui se libérait d'un automobiliste. Alors, pour le dire plus simplement, vous étiez garé sur une place de stationnement, vous alliez partir, et à ce moment-là, vous mettiez aux enchères l'information comme quoi vous alliez quitter la place de stationnement, et quelqu'un, du coup, allait pouvoir occuper votre place sans avoir à tourner. Du coup, la ville de San Francisco a réagi en disant « mais vous êtes en train de vendre de l'espace public ». Ce à quoi la société a répondu « non, je ne vends pas de l'espace public, je vends de l'accès à l'information sur l'espace public ». Finalement, la société a été déboutée, mais ça montre bien cette nouvelle frontière et qui est encore une fois très ténue entre l'accès à l'espace public et l'accès à l'information sur l'espace public. La deuxième menace, évidemment, c'est le risque d'une utilisation de l'espace public qui n'est pas conforme à ce qui est souhaité par la collectivité. Ça, on le voit de manière très nette avec justement Waze, puisque aujourd'hui vous avez des rues qui sont empruntées par des automobilistes qui n'étaient pas prévues pour ce type d'usage. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour les collectivités locales qui doivent faire face à des usages, encore une fois, qui n'étaient pas désirés. On l'a vu aussi peut-être de manière plus anecdotique, mais à l'été 2016, je ne sais pas si certains d'entre vous chassaient les Pokémon, mais vous vous souvenez qu'il y avait eu des panneaux dans certains squares où il était marqué que la pelouse était interdite aux chasseurs de Pokémon parce que justement il y avait eu un accès à l'espace public qui s'était fait d'une manière complètement inhabituelle. Et à cette époque, vous vous souveniez peut-être d'ailleurs qu'il y avait eu des articles qui étaient parus sur à qui appartient l'espace public augmenté. Et c'était cette idée d'une nouvelle frontière entre l'espace public physique et l'espace public virtuel. Et puis enfin, ce que ça montre aussi, c'est que de plus en plus, la ville, au fond, elle se pilote de plus en plus par l'aval, avec ces plateformes qui sont capables de se mettre au plus près de l'usager et d'agréger l'ensemble des services, et qui posent du coup la question de la manière dont les collectivités continuent encore à pouvoir maîtriser la délivrance de leurs services urbains. Alors évidemment, ceci, me semble-t-il, constitue une menace importante pour les collectivités locales si elles se retrouvent complètement dépendantes de cette information produite par les acteurs privés.
Et on risque, vous avez peut-être vu, de s'en rendre compte très prochainement, puisque vous avez vu que Google Maps a décidé d'augmenter de manière extrêmement sensible les conditions d'accès à ces cartes. Et donc, un certain nombre de collectivités qui utilisaient les fonds de carte Google Maps pour leur propre usage risquent de ne plus pouvoir le faire ou pas dans les mêmes conditions. Et puis, ça montre à nouveau que, justement, toutes ces évolutions posent la question de la capacité des collectivités à continuer à maîtriser l'espace public. Et il faut, me semble-t-il, s'interroger sur la manière dont elles peuvent continuer à le faire. Alors tout ça, ça pourrait paraître peut-être très pessimiste comme propos, mais il me semble qu'on peut le voir d'une manière plus optimiste parce que tout ce que j'ai décrit montre aussi que finalement, l'espace public devient une ressource clé majeure pour tous ces acteurs, et notamment bien ceux à qui Google et Uber vendent leurs données sur le trottoir, c'est-à-dire à la fois les opérateurs de VTC, les opérateurs de logistique, les opérateurs de mobilité, les opérateurs de bornes de recharge, les vélos sans bornes d'attache, les cafés, bref, tous ceux qui finalement utilisent l'espace public en fait. Et donc l'idée que l'espace public devient une ressource clé, ça montre que finalement l'espace public devient peut-être un levier comme il n'a jamais été au service des collectivités locales pour continuer à maîtriser non seulement leur espace public, mais surtout tous ces services urbains qui utilisent l'espace public comme ressource clé. Et du coup, l'hypothèse que je fais, c'est que peut-être que l'espace public devient quelque chose d'intéressant, non plus seulement en soi, même si évidemment l'espace public a une vraie valeur en soi, mais il a également, me semble-t-il de plus en plus, une valeur de levier qui permet aux collectivités locales, au fond, de continuer à garantir le vivre ensemble et le droit à la ville au niveau de l'organisation de leurs autres services urbains. Voilà. Et d'ailleurs, alors aux États-Unis, c'est ce que vous voyez sur ces images, vous avez, semble-t-il, et au Canada, une nouvelle discipline qui apparaît, qui s'appelle le management de la bordure de trottoir, en fait. Et c'est ce que vous avez sur ces images, avec voilà, une gestion beaucoup plus fine de l'espace public. Alors, en guise de conclusion, ce sur quoi je voulais revenir, peut-être, c'était déjà les lignes de partage qui ont bougé, que j'ai évoquées. Donc, j'ai évoqué le passage d'un espace accessible à tous de propriété publique à un espace accessible à tous de propriété privée, d'une accessibilité à l'espace public comme enjeu à un enjeu qui devient de plus en plus l'accès à l'information sur l'espace public. J'ai évoqué le basculement d'un espace public physique à un espace public virtuel. J'ai évoqué peut-être un peu rapidement, parce que c'est évidemment un changement clé, la question des usages au départ assez binaire, mobilité, piéton, a des usages beaucoup plus multiples en fait de cet espace public. Et là aussi, on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais voilà, il faut serrer un peu le propos. J'ai évoqué le fait qu'on passait d'une séparation physique des usages à une séparation temporelle des usages. Et dernier point, l'idée que, au fond, jusqu'à présent, la limite entre la rue et l'immeuble, elle correspondait à la limite entre l'espace public et l'espace privé. Et aujourd'hui, c'est sans doute peut-être moins vrai, et on voit que de plus en plus, justement, la question de l'animation des socles d'immeubles, des rez-de-chaussée actifs, devient un enjeu, et on peut se demander jusqu'où l'espace public n'intègre pas de plus en plus le socle des immeubles, en tout cas dans certaines zones. Deuxième élément de conclusion, c'est qu'il me semble que le fait d'approcher l'espace public par la question des acteurs de l'espace public, ça permet de mettre l'accent sur le fait qu'au fond, on n'a pas un langage commun sur les espaces publics. Les architectes, les urbanistes, ici, on va plutôt parler d'espace public. Les juristes ne parlent pas d'espace public, ce n'est pas une catégorie qu'ils connaissent, ils vont parler de domanialité publique ou d'occupation du domaine public. Les collectivités locales vont plutôt avoir une approche en termes de compétences, vont parler de voirie, d'espaces verts, de propreté, d'éclairage public, de mobilier urbain, de mobilité, avec d'ailleurs souvent un fonctionnement très siloté, qui est sans doute une question justement dans cette nouvelle approche des espaces publics. Et puis, l'usager, l'habitant, va plutôt parler de trottoirs, de rues, de bancs, d'animation. Et d'ailleurs, alors le terme d'usager, c'est évidemment un terme qui peut prêter à débat également, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, le texte de Pérec, en fait, il est souvent sous-titré « Journal d'un usager de la rue ». Et alors justement, j'ai commencé par le texte de Pérec et je vais finir par le texte de Pérec avec la poursuite de cette description de la rue. Donc il dit « J'ai vu deux aveugles dans la rue Linné. Ils marchaient en se tenant par le bras. La femme effleurait de l'extrémité de sa canne tous les obstacles verticaux qui se dressaient le long du trottoir et guidant la canne du jeune homme, les lui faisait toucher également en lui indiquant très vite
et sans jamais se tromper de quels obstacles il s'agissait. Un lampadaire, un arrêt d'autobus, une cabine téléphonique, une corbeille à papier, une boîte à lettres, un panneau de signalisation. Elle n'a évidemment pas pu préciser ce que signalait ce panneau, un feu rouge. Et en fait, ce texte, il me fait penser à un article que j'avais trouvé très inspirant, un article américain qui disait « Pour lire l'avenir des villes, regardez la bordure de trottoir ». Et peut-être que l'exercice qu'on pourrait faire collectivement, c'est de s'amuser à actualiser cette description. Il n'y a plus beaucoup de cabines téléphoniques dans les trottoirs des villes. Et qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? C'est, me semble-t-il, une manière peut-être de lire l'avenir des villes et des espaces publics. Voilà, je vous remercie.